L'année 772 marque un tournant dans l'histoire de l'Europe. Charlemagne franchit la frontière de Saxe avec ses armées. Sa cible n'est pas une ville, pas un roi, mais un symbole. Au cœur de la forêt, près d'Eresburg, se dresse l'Irminsul. Cet arbre sacré représente l'axe du monde pour les Saxons. Selon leurs croyances, il empêche le ciel de s'effondrer sur leur tête. C'est là que les guerriers apportent leurs offrandes après chaque victoire. Le roi Franc connaît l'importance de ce lieu. Ses espions lui ont tout raconté. Charlemagne s'approche du sanctuaire avec ses hommes. Les Saxons défendent la forteresse d'Eresburg qui protège le site. Les combats sont violents mais brefs. Les défenseurs n'ont aucune chance face à l'armée carolingienne. Une fois la résistance brisée, Charlemagne ordonne l'abattage de l'Irminsul. Ses soldats s'attaquent à l'arbre sacré à coups de hache. Le frêne géant tombe dans un craquement sinistre. Les Saxons présents regardent, horrifiés. Leur pilier cosmique gît au sol, profané par les chrétiens. Le roi des Francs se moque de leur désespoir. Il veut leur prouver que leurs dieux sont impuissants. Le ciel ne s'écroule pas. Aucune vengeance divine ne frappe les Francs. Charlemagne pille ensuite le sanctuaire. Ses hommes emportent les trésors accumulés pendant des siècles. Les offrandes en or et en argent remplissent leurs chariots. Cette première campagne se termine par une humiliation totale pour les Saxons. Charlemagne rentre en Francie avec des otages et un immense butin. Mais cette victoire n'est qu'un début. Le roi franc vient de déclencher une guerre qui durera 33 ans. Les Saxons occupent les territoires au nord de l'Empire franc depuis des siècles. Leur région s'étend du Holstein jusqu'à la mer du Nord. Ce peuple germanique refuse toute autorité extérieure. Leur société repose sur des clans indépendants dirigés par des nobles guerriers. 3 grandes tribus composent le peuple saxon. Les Westphaliens à l'ouest, proches de la Rhénanie, les Angrivariens au centre et les Ostphaliens à l'est. Chaque tribu possède ses propres chefs et sa propre organisation. Les Saxons n'ont pas de roi unique. Leur système politique repose sur des assemblées où les nobles prennent les décisions importantes. Cette fragmentation rend leur territoire difficile à conquérir. Un chef vaincu ne représente jamais toute la nation. La religion saxonne imprègne chaque aspect de leur existence. Les forêts sacrées abritent leurs sanctuaires. Les sources sont des lieux de culte. Les devins jouissent d'un grand prestige. Les Saxons pratiquent des sacrifices d'animaux et parfois d'humains pour honorer leur divinité. Leur principal dieu de la guerre s'appelle Irmin. Ils vénèrent aussi des forces naturelles et des ancêtres divinisés. Cette foi païenne structure leur identité collective. Abandonner les anciens dieux signifierait renier leur héritage et trahir leurs ancêtres. Les Saxons mènent régulièrement des raids contre leurs voisins chrétiens. Ils pillent les monastères, brûlent les églises, massacrent les missionnaires. Ces attaques terrorisent les régions frontalières de l'Empire franc. Depuis 758, les Saxons sont censés payer un tribut annuel de 300 chevaux à Charlemagne. Mais ils ne respectent presque jamais cet engagement. Cette désobéissance chronique irrite profondément le roi des Francs. Charlemagne se considère comme le défenseur de la chrétienté. Le pape a béni sa mission civilisatrice. Soumettre les Saxons païens n'est pas seulement une conquête territoriale, c'est une croisade religieuse avant l'heure. Le roi franc veut apporter la foi chrétienne au peuple plongé dans les ténèbres du paganisme. Cette vision du monde légitime à ses yeux tous les moyens employés. Les Saxons représentent un obstacle majeur à son projet d'unification de l'Europe chrétienne. Leur refus obstiné de se convertir défie son autorité et celle de l'Église. Après la destruction de l'Irminsul en 772, les Saxons semblent se soumettre. Plusieurs chefs livrent des otages. Des délégations jurent de fidélité à Charlemagne. Le roi des Francs croit avoir gagné. Il se trompe. Dès 774, pendant que Charlemagne guerroie en Italie, les Saxons se soulèvent à nouveau. Les Angrivariens envahissent la Hesse et ravagent les campagnes. Leur vengeance vise directement les symboles chrétiens. Les guerriers saxons s'emparent de la basilique de Fritzlar, consacrée par saint Boniface. Ce lieu sacré pour les Francs devient une écurie pour leurs chevaux. L'insulte est calculée, délibérée. Les Saxons répondent à la profanation de l'Irminsul par la profanation d'une église. Charlemagne ne peut tolérer un tel outrage. En septembre 774, dès son retour d'Italie, il envoie 4 armées ravager la Saxe. Ses troupes incendient les villages, tuent ceux qui résistent, pillent tout sur leur passage. Cette riposte brutale ne résout rien. Elle renforce au contraire la détermination saxonne. Un homme incarne la lutte saxonne contre l'oppression franque. Son nom est Widukind, qui signifie littéralement « enfant de la forêt » ou « enfant blanc ». Noble westphalien, il possède des terres en Hongrie et en Westphalie. Contrairement à d'autres aristocrates saxons qui choisissent de collaborer avec les Francs,
Widukind refuse toute compromission. En 777, Charlemagne convoque une grande assemblée à Paderborn. Les principaux chefs saxons doivent venir prêter serment de fidélité. La plupart s'y rendent, reconnaissant ainsi la suzeraineté franque. Un seul homme brille par son absence, Widukind. Cette défiance ouverte marque le début de son rôle historique. Plutôt que de s'agenouiller devant Charlemagne, le chef saxon fuit vers le Danemark. Le roi danois Sigefrid l'accueille. Widukind a épousé Geva, sœur du roi danois. Ses liens familiaux lui garantissent un refuge sûr au-delà des frontières de l'Empire franc. Le Danemark reste païen et hostile à l'expansion carolingienne. C'est là que Widukind prépare sa contre-offensive. Le chef saxon comprend la situation mieux que quiconque. Les Francs sont plus nombreux, mieux équipés, mieux organisés. Leur empire dispose de ressources quasi illimitées. Affronter Charlemagne en bataille rangée mènerait au désastre. Widukind adopte donc une stratégie différente. Il attend que le roi franc soit occupé ailleurs, puis frappe rapidement avant de se retirer. Ces raids éclairs maintiennent la résistance active sans risquer l'anéantissement total. Au Danemark, Widukind rassemble des partisans. Des guerriers saxons exilés rejoignent sa cause. Des Frisons et des Danois se joignent à lui. Tous partagent la même hostilité envers l'empire chrétien qui menace leur tradition. En 778, pendant que Charlemagne mène campagne en Espagne, Widukind revient en Saxe. Son retour déclenche un soulèvement général. Les Saxons qui avaient accepté le baptême renoncent à leur conversion forcée. Les églises brûlent à nouveau. Les missionnaires fuient pour sauver leur vie. Willehad, premier évêque de Brême, doit abandonner son œuvre d'évangélisation. Les Francs installés en territoire saxon sont massacrés. La révolte menée par Widukind menace sérieusement les acquis carolingiens. Charlemagne apprend ces nouvelles désastreuses alors qu'il rentre d'Espagne après le désastre de Roncevaux. Il doit faire demi-tour et marcher vers le nord. Mais Widukind ne l'attend pas. Le chef saxon disparaît avant l'arrivée de l'armée franque. Cette tactique de guérilla frustre profondément Charlemagne. Comment vaincre un ennemi qu'on ne peut jamais affronter directement? Les années suivantes suivent le même schéma. Charlemagne lance une campagne, soumet temporairement les Saxons, obtient des serments de fidélité, puis rentre dans son royaume. Dès son départ, Widukind réapparaît et relance la rébellion. En 780, Charlemagne croit avoir pacifié la région. Il organise une assemblée près des sources de la Lippe. Il crée des comtés en Saxe et nomme des nobles saxons à leur tête. Cette stratégie vise à intégrer l'aristocratie locale dans l'administration franque. Certains acceptent les titres et les terres offertes. Un parti pro-franc se développe progressivement au sein de l'élite saxonne. Charlemagne pense avoir gagné. Il institue même 5 évêchés pour organiser la christianisation. Des baptêmes en masse ont lieu à Orheim. Le roi franc reçoit les ambassadeurs danois et slaves. La paix semble revenue, mais Widukind observe depuis le Danemark. Il attend son heure. Et cette heure va bientôt sonner. En 782, Charlemagne se trouve dans sa résidence d'été. Il pense que la question saxonne est réglée. La région paraît soumise. Les nouveaux comtes administrent leur territoire. Les évêques commencent leur travail d'évangélisation. C'est alors que Widukind décide de frapper. Le chef saxon a rassemblé une armée importante au Danemark. Il bénéficie du soutien des Frisons et des Danois. Certains Slaves se joignent également à lui. Cette coalition représente une force considérable. Widukind traverse la frontière et pénètre en Saxe. Son retour provoque un soulèvement massif. Les Saxons qui avaient accepté la domination franque par pragmatisme rejoignent la rébellion. Ceux qui avaient été baptisés renoncent au christianisme. Les comtes nommés par Charlemagne sont chassés ou tués. Les églises sont à nouveau profanées et incendiées. L'œuvre de 10 ans de guerre s'effondre en quelques semaines. Charlemagne apprend ces nouvelles avec fureur. Il ne peut mener lui-même la contre-offensive immédiatement. Il envoie donc ses lieutenants avec une armée pour mater la révolte. 3 de ses plus proches conseillers dirigent l'expédition. Adalgis, Geilo et Vorad. Ces hommes appartiennent au cercle intime du roi. Ils ont sa confiance totale. 4 comtes les accompagnent avec leurs troupes. L'armée franque avance en territoire saxon, confiante dans sa supériorité militaire. Les soldats francs sont des guerriers professionnels, équipés de la meilleure armure de l'époque. Widukind choisit soigneusement le lieu de l'affrontement. Le mont Suntel, près de la rivière Weser, offre une position défensive avantageuse. Le terrain accidenté favorise les Saxons qui connaissent parfaitement la région. Les forêts permettent des embuscades. Le chef saxon attend que les Francs s'engagent dans un terrain difficile, puis il attaque. La bataille tourne rapidement au désastre pour l'armée carolingienne. Les Saxons se battent avec une férocité désespérée. Ils savent que la défaite signifierait l'anéantissement de leur culture.
Widukind mène ses hommes avec un talent tactique exceptionnel. Il exploite chaque faille dans le dispositif franc. Les guerriers saxons encerclent des détachements ennemis, les isolent, les massacrent. La journée devient un carnage. Les 2 envoyés personnels de Charlemagne tombent au combat. Les 4 comtes sont tués. Une vingtaine de nobles francs périssent également. L'armée impériale est anéantie. Les survivants fuient en désordre. Cette victoire du Suntel représente le plus grand triomphe militaire saxon depuis le début de la guerre. Widukind prouve que les Francs peuvent être vaincus. Le mythe de l'invincibilité carolingienne s'écroule. La nouvelle de cette défaite se répand dans toute la Germanie. Les peuples soumis par Charlemagne reprennent espoir. La Saxe tout entière s'embrase. Pour Charlemagne, c'est une humiliation personnelle insupportable. Ses hommes les plus proches sont morts. Des nobles qui partageaient sa tente, qui mangeaient à sa table, qui avaient gagné sa confiance, gisent sur le champ de bataille. Selon les codes de l'époque, un seigneur doit venger la mort de ses vassaux. Ne pas le faire serait un déshonneur. La réputation du roi en dépend. Sa légitimité même est en jeu. Charlemagne apprend le désastre du Suntel dans son palais. La nouvelle le frappe comme un coup de massue. 10 ans de campagne, de négociations, d'efforts pour pacifier la Saxe viennent d'être réduits à néant. Mais ce n'est pas seulement une défaite militaire qui l'accable, c'est la mort de ses compagnons les plus proches. Les chroniques franques insistent sur ce point. Les victimes n'étaient pas de simples soldats, c'étaient ses conseillers, ses amis, les hommes de sa maison. Dans la société franque de cette époque, ses liens personnels comptent plus que tout. Un roi qui ne venge pas ses fidèles perd son honneur. Il montre sa faiblesse. Les autres nobles commencent à douter de lui. Le système féodal repose sur l'obligation mutuelle de protection. Le seigneur protège ses vassaux. Les vassaux servent leur seigneur. Si le seigneur ne peut les protéger ou les venger, pourquoi continuer à le servir? Charlemagne comprend ces enjeux parfaitement. Sa réaction doit être immédiate et terrible. Il ne peut se permettre d'hésiter. La rapidité de sa réponse déterminera l'image qu'il projette auprès de tous ses sujets. Le roi rassemble son armée en urgence. Il convoque tous les guerriers disponibles. Il n'attend pas le printemps suivant selon l'usage habituel. Il part immédiatement pour la Saxe. Sa colère est froide, calculée, mortelle. Les chroniqueurs racontent qu'il marche vers le nord avec une détermination implacable. Widukind a commis une erreur. En tuant les représentants personnels du roi, il a transformé un conflit politique en affaire d'honneur. Le chef saxon comprend le danger. Il ne peut affronter toute l'armée royale. Sa victoire du Suntel reposait sur un avantage tactique temporaire. Face à la puissance militaire complète de l'Empire franc, il n'a aucune chance. Widukind fait le seul choix rationnel possible, il fuit. Le chef saxon retourne au Danemark avant l'arrivée de Charlemagne. Il laisse derrière lui les Saxons qui ont participé au soulèvement. Ces hommes vont payer le prix de la victoire du Suntel. Charlemagne arrive en Saxe avec ses troupes. Il établit son campement près du confluent de l'Aller et de la Weser, à l'endroit qui deviendra la ville de Verden. Les Saxons comprennent qu'ils ne peuvent résister. L'armée royale est trop nombreuse, trop puissante. La défaite est inévitable. Une délégation saxonne vient trouver le roi. Les chefs reconnaissent sa suzeraineté. Ils acceptent de se soumettre à nouveau. Ils promettent de respecter les traités précédemment signés. Mais Charlemagne n'est pas venu pour recevoir des serments. Il en a reçu trop souvent. Chaque fois, les Saxons les ont trahis. Cette fois, les mots ne suffisent pas. Le roi exige que les Saxons lui livrent tous ceux qui ont participé à la révolte, tous ceux qui étaient présents au Suntel, tous ceux qui ont tué des soldats ou des nobles francs. Les Saxons se trouvent piégés. Refuser signifierait la guerre totale et l'anéantissement de leur tribu. Accepter signifie condamner des milliers des leurs. Après des délibérations angoissées, ils cèdent. Les chefs saxons désignent les coupables. Ils livrent leurs propres guerriers au roi des Francs. Les prisonniers sont rassemblés près du confluent des 2 rivières. Les annales royales franques donnent un chiffre précis, 4500 hommes. Certains historiens ont contesté ce nombre, le jugeant exagéré. Mais les spécialistes militaires soulignent que ce chiffre reste plausible. Les armées de l'époque pouvaient compter des milliers de combattants. Une grande bataille comme celle du Suntel mobilisait nécessairement des effectifs importants. Les exécutions massives n'étaient pas rares dans le monde médiéval. 4500 condamnés représentent un nombre énorme, mais pas impossible. Les prisonniers savent ce qui les attend. Ils ont été désignés comme les responsables du soulèvement. Charlemagne n'a pas caché ses intentions. Pas de négociation, pas de rançon, pas de clémence. Le roi applique la loi franque dans toute sa rigueur. Les Saxons ont prêté serment de fidélité puis l'ont trahi. C'est un parjure, un crime de trahison. La trahison se paie par la mort. Les Francs justifient également le massacre par les lois saxonnes elles-mêmes.
La société saxonne impose la peine de mort pour de nombreuses infractions. Si les Saxons appliquent des châtiments si sévères pour des crimes mineurs, alors leur propre système légal justifie l'exécution de ceux qui ont violé leur serment. Cette logique satisfait la conscience des Francs, mais elle ne trompe personne. Ce massacre n'a rien d'un jugement équitable. C'est une vengeance calculée, une démonstration de force. Un exemple terrifiant destiné à briser définitivement la volonté de résistance saxonne. Le jour des exécutions arrive. Les soldats francs forment un cordon autour des prisonniers. 4500 hommes attendent leur mort. Ils ne peuvent ni fuir ni se défendre. Leurs propres chefs les ont livrés. La méthode d'exécution choisie par Charlemagne n'est pas anodine. Il ordonne la décapitation. En latin, le terme utilisé dans les chroniques est « decollati ». Certains historiens ont tenté de modifier ce mot, suggérant une erreur de copiste. Ils ont proposé « delocati », qui signifierait « déporter », plutôt que « décapiter ». Cette hypothèse a été universellement rejetée. Les sources sont claires et convergentes. Il s'agit bien de décapitation. La décapitation était la méthode d'exécution romaine pour les traîtres. En choisissant cette forme de mise à mort, Charlemagne envoie un message symbolique. Il se présente comme l'héritier de Rome, appliquant la justice impériale. Les Saxons ne sont pas simplement des ennemis vaincus, ce sont des parjures qui ont violé leur serment. L'exécution commence au petit matin. Les prisonniers sont emmenés par groupes vers le lieu d'exécution. Les bourreaux francs utilisent des épées et des haches. Chaque homme est forcé de s'agenouiller. La lame tombe, la tête roule, le corps sans vie s'effondre. Puis le bourreau passe au suivant. Cette sinistre besogne dure toute la journée. Du matin jusqu'au soir, les exécutions se succèdent. Les soldats francs se relaient. Le sang coule dans la rivière Allée. Les chroniques rapportent que l'eau devint rouge. Les corps décapités s'accumulent. Les têtes forment des monceaux. Les Saxons survivants assistent au massacre, impuissants. Ils voient leurs fils, leurs frères, leurs pères exécutés un par un. Les lamentations des femmes résonnent. Les enfants pleurent, mais personne n'ose intervenir. L'armée franque encercle le lieu du massacre. Toute tentative de sauvetage serait suicidaire. La journée s'achève enfin. 4500 hommes ont été décapités. Leurs corps sont abandonnés sur place. Charlemagne ne leur accorde même pas de sépulture décente. Les dépouilles sont laissées aux charognards. Cette dernière humiliation complète le message du roi des Francs. Il ne suffit pas de tuer ses ennemis. Il faut détruire leur honneur, profaner leur mémoire, terroriser les survivants. Le lendemain, Charlemagne lève le camp et retourne en Francie. Sa mission est accomplie. Les Saxons sont punis. L'honneur de ses vassaux morts au Suntel est vengé. Le roi peut rentrer dans son palais de Thionville. Derrière lui, il laisse un peuple brisé, traumatisé, hanté par les fantômes de 4500 morts. Le massacre de Verden reste gravé dans la mémoire collective saxonne. Cette blessure ne cicatrisera jamais complètement. Même 15 siècles plus tard, cet événement continue de susciter des débats passionnés. Widukind est resté au Danemark pendant ces événements. Il n'était pas parmi les condamnés. Sa fuite lui a sauvé la vie. Mais il apprend ce qui s'est passé. 4500 de ses compatriotes ont été massacrés à cause d'une victoire qu'il avait orchestrée. Après le massacre de Verden, la guerre continue pendant 3 années supplémentaires. Les Saxons se soulèvent à nouveau en 783. Widukind mène encore plusieurs campagnes depuis son refuge danois. Mais la situation a changé. Le massacre a produit l'effet voulu par Charlemagne. La terreur a brisé l'élan de la résistance. De nombreux Saxons comprennent que continuer la lutte mènerait à leur extermination totale. Un parti de la soumission gagne du terrain dans l'aristocratie saxonne. Ces nobles acceptent la domination franque et se convertissent au christianisme pour sauver leurs terres et leurs privilèges. En 783, Charlemagne remporte une victoire décisive à la bataille de Detmold. 6000 guerriers saxons périssent au combat. Puis une autre bataille près de la rivière Hase renforce la position franque. Les deux camps sont épuisés par des années de guerre meurtrière et fratricide. En 784, Charlemagne adopte une stratégie nouvelle. Au lieu de rentrer en Francie après sa campagne d'été, il décide d'hiverner en Saxe. Cette décision rompt avec toutes les traditions militaires de l'époque. Normalement, les armées évitent de se battre pendant l'hiver. Les conditions climatiques rendent les opérations difficiles. Le ravitaillement pose des problèmes insurmontables. Mais Charlemagne veut montrer sa détermination absolue. Il ne laissera aucun répit aux Saxons. Son armée reste sur place tout l'hiver, maintenant une pression constante sur la population. Cette présence permanente des troupes franques achève de convaincre les Saxons que la résistance est futile. En 785, Charlemagne promulgue le capitulaire de Partibus Saxoniae.
Ce texte juridique impose des règles draconiennes aux Saxons. Toute personne qui refuse le baptême est condamnée à mort. Profaner une église entraîne la peine capitale. Manger de la viande pendant le carême chrétien est puni de mort. Pratiquer les anciennes religions devient un crime capital. Même brûler un mort selon le rite païen traditionnel est interdit sous peine d'exécution. Ce code légal vise à exterminer définitivement le paganisme saxon. Widukind observe ces événements depuis le Danemark. Il réalise que la cause est perdue. Les Saxons ne peuvent plus se battre. Chaque nouvelle révolte se solde par des massacres. La christianisation forcée avance inexorablement. Son peuple risque l'anéantissement total s'il continue la guerre. Le chef saxon prend une décision qui choquera certains de ses partisans. Il accepte d'entrer en négociation avec Charlemagne. Le roi des Francs, de son côté, comprend qu'une paix durable nécessite la soumission de Widukind. Tant que ce symbole de la résistance reste libre, les Saxons garderont l'espoir d'une libération future. Charlemagne envoie des émissaires au Danemark. Ces messagers ne portent pas de menaces, mais des propositions. Le roi offre à Widukind une paix honorable. Il garantit sa sécurité personnelle. Il promet de respecter ses terres et ses biens. En échange, Widukind doit accepter le baptême et reconnaître la suzeraineté franque. Le chef saxon hésite longuement. Se convertir signifie trahir tout ce pour quoi il s'est battu pendant 8 ans. Mais refuser signifie condamner son peuple à une guerre sans fin qu'il ne peut gagner. À la Noël 785, Widukind se rend au palais royal d'Attigny. Charlemagne l'attend entouré de sa cour et du clergé franc. Le chef saxon arrive accompagné d'Alboin, un autre noble qui a dirigé la résistance. Les deux hommes portent des vêtements saxons traditionnels. Ils traversent la grande salle sous les regards de tous. Puis, ils s'agenouillent devant Charlemagne. Les prêtres s'avancent pour accomplir le rituel du baptême. Widukind reçoit l'eau bénite sur le front. Il prononce les formules chrétiennes qu'on lui a apprises. Charlemagne lui-même agit comme parrain. Le roi des Francs revêt son ancien ennemi de la robe blanche des néophytes, symbole de sa nouvelle vie dans la foi chrétienne. Plusieurs guerriers saxons suivent l'exemple de leur chef et se font également baptiser. La cérémonie terminée, Widukind n'est plus un rebelle païen. Il devient officiellement un vassal chrétien de l'Empire carolingien. Charlemagne le nomme comte et duc de Saxe. Il lui rend ses terres et ses prérogatives. Le chef saxon reste en Saxe et ne participe plus jamais au combat. Sa conversion semble sincère selon les témoignages. Il pratique le christianisme avec dévotion jusqu'à sa mort. Les sources divergent sur la date de son décès. Certains disent qu'il meurt paisiblement dans ces domaines. D'autres rapportent qu'il tombe au combat en 810, mais cette version paraît peu crédible. La conversion de Widukind marque un tournant décisif dans la guerre des Saxons. Le principal chef de la résistance a capitulé. Plus aucune figure charismatique ne peut unir les tribus saxonnes contre l'occupant franc. La soumission de Widukind ne met pas fin au conflit. Les soulèvements sporadiques continuent jusqu'en 804. Certains Saxons refusent d'accepter la défaite. Ils continuent de pratiquer leurs anciennes religions en secret. Ils attaquent les missionnaires chrétiens. Ils se révoltent contre les comtes francs. Mais ces révoltes manquent de coordination et d'ampleur. Elles sont systématiquement écrasées. En 792, une nouvelle grande rébellion éclate. Les Saxons profitent que Charlemagne est occupé ailleurs. Ils détruisent des églises, massacrent des prêtres, chassent des administrateurs francs. Mais cette fois, ils n'ont aucun chef capable de les unir. Widukind reste fidèle à son serment et ne rejoint pas les insurgés. Charlemagne envoie ses armées qui noient la révolte dans le sang. Entre 792 et 795, les campagnes de répression se succèdent. Chaque soulèvement est suivi d'exécutions massives et de déportations. La population saxonne diminue dramatiquement. Des villages entiers disparaissent. En 794, Charlemagne convoque une assemblée à Francfort. Il modifie le capitulaire de 785. Les peines de mort sont remplacées par des amendes pour certains crimes. Cette clémence relative vise à apaiser les tensions. Le roi comprend qu'on ne peut maintenir indéfiniment un peuple entier sous la menace de l'exécution. Mais les persécutions continuent contre ceux qui pratiquent ouvertement le paganisme. En 797, Charlemagne interdit toute émigration saxonne vers le Danemark. Il veut empêcher les fuyards de rejoindre les régions encore païennes. Des garnisons franques sont établies le long de la frontière pour surveiller les mouvements de population. En 804, le roi met en œuvre sa solution finale au problème saxon. Il ordonne la déportation massive de 10 000 Saxons vers la Neustrie, dans le cœur de l'Empire franc. Ces déportés sont installés dans des régions éloignées de leur terre natale. Ils sont séparés de leurs clans, de leurs traditions, de leurs lieux sacrés. Pour remplacer les populations déplacées,
Charlemagne installe des colons francs en Saxe. Ces nouveaux habitants sont tous chrétiens et fidèles au roi. Ils transforment le paysage culturel et religieux de la région. Cette politique de déportation et de colonisation s'avère efficace. La Saxe cesse d'être un foyer de résistance. Les Saxons restants s'assimilent progressivement à la société franque. Leurs enfants grandissent dans un monde où le christianisme est la seule religion autorisée. La guerre des Saxons s'achève officiellement en 804. Elle aura duré 33 ans. Charlemagne y a consacré 18 campagnes militaires. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes des deux côtés. La société saxonne traditionnelle est détruite. Leur religion est anéantie. Leur identité culturelle est profondément transformée. Charlemagne a gagné, mais à quel prix? Comment les contemporains ont-ils réagi au massacre de Verden? Dans l'entourage immédiat de Charlemagne, personne ne soulève d'objection. Les chroniqueurs francs rapportent l'événement sans le condamner. Eganhard, ami personnel du roi et auteur de sa biographie, mentionne les exécutions comme une réponse légitime à la trahison saxonne. Les évêques et les prêtres approuvent. L'Église considère Charlemagne comme le défenseur de la foi. Sa mission de christianisation des païens mérite tous les sacrifices. En 800, 18 ans après Verden, le pape Léon III couronne Charlemagne empereur. Cette consécration divine efface symboliquement les aspects les plus sombres de son règne. Le massacre de Verden disparaît de la narration officielle. Les générations suivantes célèbrent Charlemagne comme le père de l'Europe, l'unificateur du continent, le champion de la civilisation chrétienne contre la barbarie païenne. Pendant des siècles, les historiens passent sous silence ou minimisent l'événement. Mentionner le massacre de Verden revient à critiquer un souverain sanctifié par l'Église. Ceux qui osent le faire risquent d'être accusés d'hérésie ou de blasphème. Les justifications théologiques ne manquent pas. Les théologiens médiévaux s'appuient sur l'Ancien Testament. Charlemagne agit comme un roi d'Israël. Dieu ordonnait aux Hébreux d'exterminer les peuples païens qui occupaient la terre promise. Les Amalécites, ennemis d'Israël, devaient être totalement anéantis. David, roi d'Israël, fit massacrer les 2/3 des Moabites après sa victoire. Ces précédents bibliques légitiment les actions de Charlemagne aux yeux du clergé. Le roi des Francs ne fait qu'imiter les héros de la Bible. Les juristes trouvent d'autres arguments. Les Saxons avaient prêté serment de fidélité à Charlemagne. Ils avaient accepté sa suzeraineté. Puis ils ont violé leur serment et tué ses représentants. Le parjure est un crime extrêmement grave dans la société médiévale. La société entière repose sur les serments et les obligations mutuelles. Celui qui rompt son serment détruit le fondement même de l'ordre social. La peine de mort pour les parjures est donc justifiée. Les Francs soulignent également que les Saxons appliquaient eux-mêmes des lois très sévères. La société saxonne prévoyait la peine capitale pour de nombreuses infractions. Si les Saxons considéraient la légitime de tuer pour des crimes mineurs, alors leur propre système légal justifie l'exécution de traîtres. Charlemagne n'a fait qu'appliquer la justice saxonne aux Saxons eux-mêmes. Ces justifications satisfont les contemporains. Elles ne convainquent plus grand monde aujourd'hui. Mais il faut comprendre le contexte de l'époque. Au 8e millième siècle, la violence était omniprésente. Les massacres après les batailles étaient courants. Les conquérants ne faisaient généralement pas de prisonniers. Tuer les vaincus était la norme, pas l'exception. Ce qui rend Verden exceptionnel n'est pas la violence en soi, mais son ampleur méthodique. 4500 exécutions en une seule journée représentent une échelle industrielle de mise à mort. Ce n'est plus le chaos d'une bataille, mais une extermination organisée et calculée. Charlemagne n'a pas tué ses ennemis dans la chaleur du combat. Il les a fait livrer par leur propre chef, puis les a fait décapiter méthodiquement un par un. Cette froideur, cette préméditation, cette efficacité administrative dans l'horreur annonce les atrocités futures de l'histoire européenne. Pendant près de 1000 ans, le massacre de Verden reste un détail mineur dans l'histoire glorieuse de Charlemagne. Les chroniques médiévales le mentionnent à peine. Les hagiographies du roi ne s'y attardent pas. L'Église a sanctifié Charlemagne et ne tolère aucune critique. Ce consensus commence à se fissurer au 18e millième siècle. Les philosophes des Lumières remettent en question les dogmes établis. Ils appliquent la raison critique aux figures historiques vénérées. Gottfried Wilhelm Leibniz, le grand philosophe et mathématicien allemand, est l'un des premiers à aborder le sujet. Il suggère que le massacre de Verden jette une ombre sur l'héritage de Charlemagne. Pour la première fois depuis des siècles, un intellectuel respecté ose critiquer le grand empereur. Voltaire va beaucoup plus loin. Le philosophe français ne mâche pas ses mots. Il qualifie Charlemagne de meurtrier 1000 fois répété. Selon Voltaire, le massacre de Verden révèle la vraie nature du roi.
un tyran sanguinaire déguisé en champion de la foi. Les guerres saxonnes ne sont pas une mission civilisatrice, mais une conquête brutale, motivée par la soif de pouvoir. Le christianisme n'est qu'un prétexte pour justifier l'oppression. Cette critique radicale choque profondément les défenseurs traditionnels de Charlemagne. Comment peut-on insulter ainsi le fondateur de l'Europe chrétienne? Mais le vent tourne. L'esprit des Lumières gagne du terrain. De plus en plus d'historiens examinent les sources avec un regard critique. Ils lisent les annales royales franques non plus comme des textes sacrés, mais comme des documents à analyser. Au XIXe siècle, le massacre de Verden devient un enjeu dans la construction des identités nationales. En Allemagne, les nationalistes se trouvent face à un dilemme. Charlemagne, ou Karl der Grosse en allemand, est considéré comme le fondateur du Saint-Empire romain germanique. C'est un héros national allemand, mais il a aussi massacré 4500 Saxons, ancêtres du peuple allemand. Comment concilier ces deux aspects? Certains historiens allemands tentent de nier le massacre. Ils proposent que le verbe latin « decollati » est une erreur de copiste. Le mot original aurait été « delocati », signifiant « déporté ». Les 4500 Saxons n'auraient pas été décapités, mais simplement déplacés vers d'autres régions. Cette théorie est rapidement démontée. Les sources sont trop cohérentes et trop nombreuses. Tous les manuscrits utilisent le même verbe. Il n'y a aucune ambiguïté possible. D'autres tentent de minimiser le nombre. Peut-être que le chiffre de 4500 est exagéré. Les chroniqueurs médiévaux avaient tendance à amplifier les nombres. Peut-être que seules quelques centaines de personnes ont réellement été exécutées. Les historiens militaires répondent que ce nombre reste plausible. Les armées de l'époque comptaient régulièrement des milliers d'hommes. Une grande bataille mobilisait facilement 5 à 10 000 guerriers de chaque côté. Si la bataille du Suntel a impliqué plusieurs milliers de Saxons, alors le chiffre de 4500 prisonniers exécutés n'a rien d'extraordinaire. Un troisième groupe d'historiens propose que les Saxons ont été tués pendant la bataille, pas exécutés après. Ce serait donc un combat sanglant, pas un massacre de prisonniers désarmés. Cette version édulcorée ne résiste pas à l'examen des textes. Les annales sont parfaitement claires. Les Saxons se sont rendus, ont été livrés au roi, puis ont été décapités. Il n'y a aucune mention d'un combat. Au contraire, les chroniques insistent sur le fait que les victimes étaient des prisonniers remis par leur propre chef. Le débat fait rage en Allemagne pendant tout le XIXe siècle. Les nationalistes romantiques idéalisent Widukind. Le chef saxon devient un héros de la résistance, un défenseur de la liberté germanique contre l'oppression étrangère. Des statues de Widukind sont érigées dans plusieurs villes allemandes. Sa mémoire est célébrée comme celle d'un martyr de l'indépendance nationale. À l'inverse, Charlemagne est de plus en plus critiqué. Certains nationalistes allemands le considèrent comme un envahisseur étranger, pas comme un héros national. Les Saxons étaient des vrais Allemands. Les Francs étaient des occupants. Le massacre de Verden devient le symbole de l'oppression étrangère subie par le peuple allemand. Au XXe siècle, les nazis s'emparent de cette interprétation. Pour le régime hitlérien, Charlemagne devient Karl le Boucher. Heinrich Himmler, chef de la SS, va jusqu'à suggérer que le roi devrait être officiellement renommé Karl le Massacreur. Alfred Rosenberg, l'idéologue nazi, proclame que Widukind mérite le titre de grand, pas Charlemagne. En 1935, le régime nazi construit le Sachsenhain, le bosquet saxon. Ce monument commémoratif se trouve à Verden, sur le site présumé du massacre. Il consiste en 4500 grandes pierres disposées en cercle, une pour chaque victime. Le lieu devient un site de pèlerinage pour les nazis. La SS organise régulièrement des cérémonies au Sachsenhain pour honorer la mémoire des martyrs saxons. Cette récupération politique crée un problème après 1945. Comment peut-on commémorer le massacre de Verden sans être associé à l'idéologie nazie? Le monument existe toujours aujourd'hui. Il attire des visiteurs qui viennent réfléchir sur la violence de l'histoire. Mais il reste entaché par son passé nazi. Certains groupes néo-païens l'utilisent pour leurs cérémonies, ce qui crée des controverses régulières. Ironiquement, Hitler finit par réhabiliter Charlemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Führer décide que le roi franc était après tout un héros germanique. Il avait unifié l'Europe par la force, créé un empire puissant, écrasé ses ennemis sans pitié. Ces qualités correspondent à la vision nazie du chef idéal. Le massacre de Verden devient alors un exemple positif de la manière de traiter les peuples récalcitrants. La propagande nazie utilise les méthodes de Charlemagne pour justifier ses propres atrocités. Cette histoire montre comment un événement historique
peut être instrumentalisé par différentes idéologies selon les besoins du moment. Les historiens contemporains abordent le massacre de Verden avec plus de nuances. Ils abandonnent les jugements moraux simplistes pour tenter de comprendre le contexte de l'époque. Plusieurs questions fondamentales animent les débats académiques. D'abord, le massacre a-t-il réellement eu lieu? La quasi-totalité des spécialistes répondent oui. Les sources sont concordantes. Les annales royales franques mentionnent l'événement. Les annales de Lobes et de Saint-Amand le confirment. Même les versions révisées ultérieures ne nient pas le fait mais ajoutent des détails. Aucune source contemporaine ne conteste le massacre. L'hypothèse d'une invention pure et simple est donc écartée. Deuxième question. Combien de victimes? Le chiffre de 4500 est-il fiable? Certains historiens suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une exagération. Les chroniqueurs médiévaux avaient tendance à amplifier les nombres pour impressionner leurs lecteurs. Mais d'autres soulignent que ce chiffre reste dans les limites du plausible. Les armées carolingiennes pouvaient compter 10 à 20 000 hommes. Une armée saxonne de 5 à 6 000 guerriers n'aurait rien d'exceptionnel pour une insurrection générale. Si les Saxons ont remporté une victoire majeure au Suntel, ils devaient être nombreux. Capturer 4500 prisonniers après leur reddition n'est donc pas impossible. Bernard Bachar, spécialiste militaire de l'époque carolingienne, considère que ce nombre est crédible. Il note que les Carolingiens avaient l'habitude de tenir des comptabilités précises. Les listes de prisonniers faisaient partie de l'administration militaire standard. Troisième question, pourquoi un tel massacre? Plusieurs explications se complètent. Janet Nelson, grande spécialiste de Charlemagne, insiste sur les codes d'honneur de l'époque. Le roi avait perdu ses plus proches conseillers au Suntel. Dans la société franque, un seigneur devait venger ses vassaux tombés au combat. Ne pas le faire aurait été perçu comme une faiblesse impardonnable. Charlemagne n'avait pas le choix s'il voulait maintenir son autorité et sa réputation. La décapitation comme méthode d'exécution renforce cette interprétation. C'était la peine romaine pour les traîtres. En choisissant ce mode d'exécution, Charlemagne affirmait qu'il appliquait la justice impériale à des parjures. Le message politique était clair. Rome était de retour et l'ordre romain serait respecté. Alessandro Barbero, autre grand historien de Charlemagne, propose une explication supplémentaire. Selon lui, le roi s'inspirait directement de la Bible. Charlemagne se voyait comme un nouveau roi David, combattant pour étendre le royaume de Dieu. Les passages bibliques sur l'extermination des Amalécites et des Moabites lui servèrent de modèle. Un vrai roi d'Israël devait éliminer totalement les ennemis de la foi. Cette interprétation est confortée par les écrits d'Eginhard. Le chroniqueur royal rapporte que Charlemagne voulait que les Saxons soient soit vaincus, soit convertis, soit totalement balayés. L'expression « totalement balayé » suggère bien une politique d'extermination si nécessaire. Quatrième question. Quelles furent les conséquences du massacre? Sur le plan militaire, l'effet fut mitigé. Henry Mayer Harting, médiéviste britannique, suggère que le massacre fut contre-productif pour Charlemagne. Dans une société guerrière comme celle des Saxons, la réputation comptait énormément. Massacrer 4500 guerriers créait des martyrs, pas des soumis. Les poètes saxons devaient avoir composé d'innombrables lamentations sur les héros tombés à Verden. Ces chants renforçaient la volonté de résistance plutôt que de la briser. Cependant, Mayer Harting note aussi que les Saxons furent incapables de lancer une nouvelle grande révolte pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'ils devaient attendre qu'une nouvelle génération de jeunes hommes atteigne l'âge de combattre. Si 4500 guerriers sont morts à Verden, cela représente une perte démographique catastrophique. Une société de quelques centaines de milliers de personnes ne peut se permettre de perdre autant d'hommes en âge de combattre. Le massacre a donc brisé temporairement la capacité militaire saxonne. Sur le plan politique, Verden marque un tournant. Après 785, une partie significative de l'aristocratie saxonne accepte la domination franque. Ces nobles comprennent que la résistance est futile face à un roi prêt à massacrer des milliers de prisonniers. Mieux vaut collaborer, conserver ses terres et ses privilèges plutôt que risquer l'anéantissement total. Ce parti pro-franc facilite grandement la pacification finale de la région. Sur le plan religieux, le massacre accélère paradoxalement la christianisation. Les Saxons associent désormais leur ancienne religion avec la défaite et l'humiliation. Le paganisme devient synonyme de souffrance. Le christianisme, religion du vainqueur, offre une voie de survie. Les conversions se multiplient, parfois sincères, souvent opportunistes. En une génération, la Saxe païenne devient chrétienne. Les anciens dieux sont oubliés. Les rituels traditionnels disparaissent. L'Irminsul n'est plus qu'un souvenir.
Sur le plan culturel, les conséquences sont irréversibles. La société saxonne traditionnelle est détruite. Leur système politique basé sur l'indépendance des clans disparaît. L'administration franque impose une structure comtale centralisée. La langue saxonne survit, mais évolue sous l'influence latine et franque. Les traditions orales sont perdues. Les légendes saxonnes ne sont plus transmises aux nouvelles générations. En quelques décennies, toute une culture millénaire s'évanouit. 15 siècles après le massacre, comment faut-il juger Charlemagne? Cette question continue de diviser historiens, philosophes et citoyens ordinaires. D'un côté, personne ne peut nier l'importance historique du personnage. Charlemagne a unifié une grande partie de l'Europe occidentale. Son empire a posé les fondations de ce qui deviendra la France, l'Allemagne et l'Italie. Il a promu l'éducation et la culture. La Renaissance carolingienne a sauvé d'innombrables textes antiques de la destruction. Les monastères créés sous son règne ont préservé le savoir pour les générations futures. Son couronnement comme empereur en 800 a ressuscité l'idée d'un empire d'Occident. L'Union européenne moderne peut tracer une ligne directe jusqu'à la vision carolingienne d'une Europe unie. Sans Charlemagne, l'histoire du continent aurait été complètement différente. Ses accomplissements sont indéniables et immenses, mais d'un autre côté, les méthodes employées pour atteindre ces objectifs étaient d'une brutalité extrême. Le massacre de Verden n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les guerres saxonnes ont fait des dizaines de milliers de morts sur 33 ans. Les déportations massives ont déraciné des populations entières. Les conversions forcées ont détruit des cultures millénaires. Les exécutions pour refus de baptême ont terrorisé les gens ordinaires. Charlemagne a imposé le christianisme par l'épée, pas par la conviction. Il a créé l'unité par l'extermination de la diversité. Peut-on séparer les accomplissements des atrocités? Certains historiens répondent oui. Ils soutiennent qu'il faut juger Charlemagne selon les standards de son époque, pas selon nos valeurs modernes. Au 8e millième siècle, la violence était la norme. Tous les rois massacraient leurs ennemis. Charlemagne n'était ni meilleur ni pire que ses contemporains. Il a simplement été plus efficace dans l'application de la force. Juger ses actions avec notre sensibilité moderne serait anachronique et injuste. D'autres historiens rejettent cet argument. Même au 8e millième siècle, des voix critiques existaient. Alcuin de York, conseiller de Charlemagne et grande figure intellectuelle de l'époque, a exprimé des réserves sur la brutalité des guerres saxonnes. Dans une lettre au roi, il suggère que forcer les gens au baptême sans véritable compréhension de la foi ne sert à rien. Une vraie conversion nécessite l'adhésion du cœur, pas la peur du bourreau. Ces remarques montrent que même les contemporains percevaient l'ambiguïté morale des méthodes carolingiennes. Le débat se complique encore quand on considère l'influence de Charlemagne sur l'histoire ultérieure. Son exemple a inspiré des générations de conquérants. Les croisades médiévales se réclamaient de son héritage. Les rois européens ont justifié leur guerre de religion en citant le précédent carolingien. La conversion forcée est devenue un outil politique accepté pendant des siècles. Les atrocités commises au nom du christianisme en Amérique latine, en Afrique, en Asie trouvent une justification dans les méthodes de Charlemagne. Si le massacre de Verden avait été universellement condamné à l'époque, peut-être que l'histoire européenne aurait pris un chemin différent. En établissant que la violence extrême au service de la foi était acceptable, Charlemagne a créé un précédent dangereux. Aujourd'hui, la plupart des historiens adoptent une position nuancée. Charlemagne était un homme de son temps qui a accompli de grandes choses par des moyens terribles. On peut reconnaître son importance historique sans célébrer ses crimes. On peut étudier son règne sans l'idolâtrer. On peut comprendre le contexte de l'époque sans excuser l'inexcusable. Le massacre de Verden reste une tache indélébile sur son héritage. 4500 hommes décapités en une journée ne peuvent être effacés par aucun accomplissement politique ou culturel. Ces vies comptent. Ces morts méritent d'être rappelées, pas minimisées ou oubliées. Le monument du Sachsenhain à Verden existe toujours. Les 4500 pierres se dressent en cercle, témoins silencieux d'une tragédie millénaire. Chaque année, des visiteurs viennent méditer sur ce lieu chargé d'histoire. Ils réfléchissent sur la violence du pouvoir, sur le coût de l'unification, sur le prix de la civilisation. Certains voient dans ce massacre une leçon sur les dangers du fanatisme religieux. D'autres y lisent un avertissement contre l'impérialisme et la destruction des cultures minoritaires. D'autres encore y trouvent un exemple des horreurs que les humains peuvent infliger à leurs semblables quand ils sont convaincus d'agir pour une cause juste. Le massacre de Verden résonne encore aujourd'hui parce qu'il soulève des questions universelles. Jusqu'où peut-on aller pour imposer ces valeurs? La fin justifie-t-elle les moyens?
Peut-on construire la civilisation sur un océan de sang? Ces interrogations n'ont pas disparu avec le Moyen-Âge. Elles hantent toujours l'Europe et le monde. Charlemagne demeure une figure ambiguë, admirée et contestée. Il a bâti un empire, unifié l'Europe, promu la culture, défendu la chrétienté. Mais il a aussi massacré, déporté, persécuté, détruit. Les deux aspects sont indissociables. On ne peut célébrer l'un sans reconnaître l'autre. Cette dualité fait de lui un miroir de l'histoire européenne elle-même, grandiose et sanglante, civilisatrice et brutale, lumineuse et ténébreuse. L'histoire de Verden nous rappelle que les héros de l'histoire ont souvent les mains tachées de sang. Les fondateurs d'empires sont rarement des saints. Les bâtisseurs de civilisation marchent fréquemment sur des cadavres. Cette vérité inconfortable reste d'actualité. Elle nous oblige à regarder en face les contradictions de notre héritage, à accepter la complexité du passé, à résister aux récits simplistes qui font des héros immaculés ou des monstres absolus. Charlemagne n'était ni l'un ni l'autre. Il était humain avec toutes les grandeurs et toutes les horreurs que cela implique. Le 25 octobre 782, près du confluent de l'Aller et de la Weser, 4500 hommes ont été décapités sur ordre d'un roi qui deviendrait empereur. Leurs noms sont perdus, leurs visages sont oubliés. Leur seul crime était de défendre leurs terres et leurs croyances. 15 siècles plus tard, nous nous souvenons encore d'eux. Pas parce qu'ils ont gagné, ils ont perdu. Pas parce qu'ils étaient saints, ils étaient des guerriers qui ont aussi commis des violences. Mais parce que leur mort illustre le coup terrible de l'histoire. Chaque empire, chaque civilisation, chaque grand projet politique laisse derrière lui des victimes innombrables. Ces victimes méritent d'être comptées, nommées, honorées. Le massacre de Verden n'est pas qu'une anecdote sanglante dans l'histoire glorieuse de Charlemagne. C'est un mémorial pour tous ceux qui ont été écrasés par les roues du progrès, tous ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel de la grandeur, tous ceux dont les vies ont été jugées acceptables à perdre pour accomplir une vision supérieure. Tant que nous nous souviendrons de Verden, nous nous souviendrons que l'histoire a un coût humain. Et peut-être, juste peut-être, ce souvenir nous rendra plus prudents avant de célébrer sans réserve les conquérants du passé ou d'approuver sans question les conquêtes du présent. Les 4500 pierres du Sachsenhain ne parlent pas, mais leur silence est éloquent. Il nous dit que la civilisation se construit souvent sur des tombes. Il nous rappelle que derrière chaque grand homme se cachent des milliers de victimes anonymes. Il nous avertit que l'histoire officielle oublie facilement ceux qu'elle a sacrifiés. C'est à nous de les faire revivre par le souvenir. C'est à nous de refuser l'oubli. C'est à nous de dire leur nom, même si nous ne les connaissons pas. 4500 Saxons sont morts à Verden en 782. Ils méritent mieux que d'être une note en bas de page dans la biographie d'un empereur.